y a des jours, je m'aime. Il y a des jours, je me persuade de m'aimer. Il y a des jours, je m'aime pas parce que il y a des jours où je suis celle que je suis, que j'apprends encore à aimer. Donc, quand je suis celle-ci, quand je suis la I am inconstante, par exemple, je ne m'aime pas. J'apprends à l'aimer. Mais de manière générale, je trouve que je suis une chouette personne. Je trouve que je suis une chouette nana. C'est bien de se le dire. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Et vous le savez, en général, quand je reçois un auteur, une autrice, je prends plaisir à extraire une petite phrase d'introduction dans le livre que vous allez découvrir dans un instant. Voici la phrase que j'ai sélectionnée pour illustrer les propos et une belle entrée en matière avec mon invité. L'amour. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. L'amour a mille et une façons de s'exprimer, de se dire, de s'écrire, de se faire, de se montrer évidemment, de se prouver ou de se taire. Quels sont nos désirs et nos limites ? Comment avons-nous appris à nous sentir aimés? Quels ont été nos modèles et nos références? Autant de questions que l'on va évoquer dans cette émission au travers du parcours de vie, parce que c'est ce qu'on aime, d'Ayem Nour, qui est mon invité. Ayem, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Merci à et vous. Bravo. Merci. Bravo pour ce livre, bravo pour... Alors, est-ce qu'on peut dire bravo pour cette histoire? Oui, on peut. On Ouais. peut. Oui, on peut. Qui est faite... alors, s'il y a bien une phrase qui pourrait coller, vous avez intitulé le livre « Toute celle que je suis », c'est, vous auriez pu mettre aussi, mais il est déjà pris ce titre, « La vie n'est pas un long fleuve tranquille », c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, non, j'aurais pu, effectivement. J'aurais pu. Ça a été ça. Ça a été complètement ça. Ouais, votre Ça a parcours. été très tumultueux, en effet. Alors, on va voir, on va reprendre les grandes lignes, puis on va refaire connaissance pour ceux qui auraient hiberné pendant quelque temps et qui ne savent pas d'où vous venez et qui vous êtes. Vous êtes une audacieuse lumière. Oh, Il paraît que ça veut dire ça. ça veut dire ça. Votre Alors- prénom et votre nom, c'est pas ça? Alors, lumière, effectivement, Nour. Ayem, c'est en fait, le nom complet, c'est Ayem Zemen Nour. Et ça veut dire la lumière des jours passés. Et quand j'ai demandé à mon papa pourquoi il s'était envoyé sur un truc comme C'est ça, D'où ça vient? voilà, et il m'a dit, tu sais, je me suis dit que si un jour j'étais amenée à me séparer de ta maman, ou si un jour les choses allaient être compliquées, il sentait déjà que ça allait être un peu compliqué C'était les apparemment. prémices d'une annonce. Exactement. Ouais. Il m'a dit, tu resteras, quoi qu'il advienne, la lumière de mes jours passés. Et il m'a appelé Waouh. comme ça. C'est classe. Voilà. C'est C'est le très titre élégant. d'une chanson, Ouais. d'Oum Kulthum, qui est un peu, je dirais, la Edith Piaf du monde arabe. Et elle a un titre de chanson qui s'appelle La lumière de mes jours passés. Et il m'a appelé comme ça. Bon, en Voilà. tout cas c'est beau Très et poétique. vous parlez beaucoup de vos parents dans votre ouvrage, du respect que vous avez bien sûr pour vos parents, de l'admiration que vous avez pour votre papa, votre maman, votre sœur, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point la famille est importante pour vous. On va voir tout cela et puis on va parler de vous parce que je le disais, il y a peut-être des gens effectivement qui ne vous connaissent pas, bien que alors vous êtes animatrice, autrice, actrice. Tout ça? Il paraît. Dans quelle case, parce que vous savez qu'en France, on aime mettre Oui, des cases. bah oui, je le Dans sais. quelle case vous sentez-vous le plus à l'aise? Je me sens à l'aise dans aucune case. Voilà. Je déteste les cases, je déteste les étiquettes, je déteste qu'on essaye de me conditionner. C'est très à quelque chose. franco-français. Hein. Voilà. Oui, mais j'en ai strictement rien à faire, j'ai envie de vous dire. D'accord. Je me suis toujours justement battue pour faire ce qu'on ne voulait pas que je fasse. Moi, à chaque fois qu'on a essayé de me dire mais tu peux pas devenir actrice, tu viens d'un milieu de télé-réalité, tu animes des émissions de télé-réalité, t'as forcément cette étiquette, tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais. Et ben dès lors où on m'a dit ça, je me suis réveillée un matin et j'ai été toquée au laboratoire de l'acteur, rencontrer Hélène Zidi, que j'embrasse d'ailleurs, et j'ai été toquée et je lui ai dit bah voilà, je voudrais être actrice. Comment on fait? Alors elle m'a regardée, elle a trouvé ça. Je me rappelle qu'elle avait trouvé ça quand même un peu couillu parce que du coup quand elle me demande de me présenter et que je lui explique mon parcours, elle se dit bon, ok, c'est un peu couillu de sa part. Et je suis restée pendant un long moment à suivre les cours au laboratoire de l'acteur. En fait, ce que je me dis, c'est ok, c'est pas possible. Alors je vais le faire. Alors je vais le faire, mais je vais me donner les moyens de le faire. Ouais, c'est ça. Ceci dit, vous remarquerez une chose, c'est que sur les 3 énoncés que je vous ai donnés, animatrice, autrice, actrice, le premier dont vous parlez, c'est actrice. Parce que c'est là où on ne voulait pas que j'aille. C'est ce qui a été le plus compliqué. En soi, animatrice, j'étais légitime.
il y avait pas de souci là-dessus, surtout que j'animais des émissions de télé-réalité, donc ça dérangeait personne. Si j'étais partie sur un truc un peu plus intellectuel, on serait peut-être dérangé. Mais tant que ça restait superficiel et léger, ça allait. Ouais. J'étais à ma place. Carte que vous assumez complètement, télé-réalité? Complètement, Ouais, complètement. Ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie de toute celle que je suis et j'ai pas de souci avec ça, au contraire. Alors, on va revenir sur votre parcours de vie au travers de ce que vous écrivez dans ce livre qui est aux éditions Le Duc, que je salue. Les éditions, comme toujours, c'est un plaisir de faire les émissions avec vous. Toutes celles que je suis, ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs femmes en une? Complètement. Mais je pense pas être la seule dans ce cas-là. Je pense que nous, les femmes, on a plusieurs casquettes. Et je pense pas être la seule quand je dis toutes celles que je suis. C'est juste que malheureusement, c'est toujours délicat dans la société dans laquelle on évolue d'assumer toutes celles qu'on est. Parce que la bienséance voudrait qu'on rentre encore une fois dans des cases et qu'on assume pas toutes celles. Encore aujourd'hui, vous avez ce sentiment-là? Moi, j'ai vraiment le sentiment quand même que ça s'ouvre. J'ai vraiment le sentiment qu'on n'est plus sur les archétypes, on n'est plus en 1970. Mais si on a le sentiment que ça s'ouvre, c'est bien qu'il y a eu un problème à un moment donné. C'est sûr. Voilà. Mais non, je pense qu'on a encore du chemin. Encore un peu de chemin à faire. Il y a bien un problème à la base. Ouais. Tu dis, waouh, c'est la vibration qui crée la matière. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pour comprendre, il faut poser des questions. Encore plus que ça, accepter la réponse. 48% des adultes sont en surpoids ou en obésité. Aujourd'hui, le Dieu, c'est la science. Le Dieu, c'est l'argent. C'est fou, parce que là, il y a un paradoxe. Donc en fait, on a tous besoin des mêmes choses. Incroyable. Nous sommes toutes et tous profondément humains. Et là, c'est magique, parce que la lumière se fait. Mais il y a un moment donné, le plus intéressant, c'est qu'est-ce que mon ventre il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait? Ce livre, c'est quoi? C'est un témoignage d'amour, c'est un témoignage de femmes engagées, c'est un témoignage de... C'est quoi, à la base? C'est un livre de... évidemment, c'est comment on appelle ça? Un journal intime. Oui. Qui parle bien sûr de votre parcours, et puis des grandes étapes qui ont jonché les obstacles que vous avez rencontrés et les souffrances. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire au travers de ce livre? Qu'on vous voit d'une autre manière, qu'on vous perçoive différemment? Non, pas forcément. Je suis pas trop. Moi, le regard des gens, j'ai appris à m'en détacher, parce que sinon, ça fait longtemps que. Oui. Avec tous les commentaires qu'il y a, puis la facilité que les gens aujourd'hui ont à déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Heureusement que je vis pas pour tout ça. En fait, pendant que j'ai eu tous ces soucis, j'ai reçu énormément de témoignages de femmes. Je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule, qu'il y avait des femmes qui vivaient même des choses bien plus graves que l'expérience que moi j'ai pu vivre. Et j'étais désemparée, j'étais dépassée parce que je me suis dit comment à un moment donné comment je vais pouvoir profiter de mon expérience, de ma visibilité, pour pouvoir justement répondre à toutes ces femmes qui m'écrivent au quotidien, qui elles sont dans l'invisible. Dans l'ombre. Moi, voilà, dans l'ombre, exactement. Bien sûr. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'exprimer publiquement, de pouvoir porter un message. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas la plus belle manière de leur rendre hommage, de leur témoigner justement ce que j'ai pu vivre. J'ai voulu parler à travers mon expérience, certes, mais aussi pour elles. Moi, je suis visible, mais je voulais parler pour toutes ces femmes invisibles qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme moi je peux le faire. Comme une porte-parole? Ouais, comme une porte-parole. Et puis essayer de les aider à pouvoir lâcher prise et à s'assumer, à pouvoir se dire, c'est pas grave, en fait, on peut être différentes personnes, on peut avoir des envies à un moment donné, les regretter après, et c'est pas grave, il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à être toutes celles que nous sommes, sans constamment être dans un espèce de truc de vouloir plaire constamment à tout le monde, de rentrer encore une fois dans des cases. Vous avez été cette femme-là? Oui, j'ai été cette femme-là. J'ai été cette femme qui voulait rentrer dans des espèces de dictates, de vouloir plaire, le physique a été quelque chose qui a beaucoup tourné autour de... D'ailleurs, vous en parlez, oui. Du poids, de l'alimentation, des régimes que vous avez pu suivre. Mais encore une fois, pourquoi? Pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres en m'oubliant. En m'oubliant, parce que moi, au final, quand j'avais pris tous ces kilos après ma grossesse, en soi, même si je me reconnaissais pas, même si j'avais des moments où je rentrais plus dans mon jean, mais c'est parce qu'on m'a pointé du doigt que j'en ai souffert et que j'ai commencé justement à
à faire de leur vérité ma vérité. Alors qu'en soi, moi, c'était des kilos de bonheur. Donc, bah merde, quoi. Et en fait, à force qu'on veuille qu'on te rabâche, qu'on veuille t'ancrer que mais c'est pas bon, tu fais de la télé, tu fais un métier d'image, on t'a prise pour ton physique. Tu commences à croire à ce que tous les gens te disent, et puis finalement par déprimer, puis après c'est un cercle vicieux en fait. Tu continues de manger, Il a fallu que moi je mette de côté tout ce que les gens pensaient de moi en me disant Ayem, est-ce que toi tu te plais comme ça? Est-ce que tu t'aimes comme ça? Un matin je me suis levée, je me suis dit non, je me plais plus comme ça. Et je me suis lancée dans l'alimentation keto, que j'avais découverte aux États-Unis, mais qui me convenait. Juste une explication. L'alimentation cétogène, en fait, consiste à amoindrir tous les apports en glucides. Okay. Tout ce qui est sucre lent et sucre caché, parce qu'on a tendance à oublier que le sucre, malheureusement, se cache partout, même dans les aliments salés. Et en fait, moi, je pouvais pas faire un régime pour faire un régime. Fallait encore une fois que ça me ressemble, que ça me corresponde. Et là, c'était gourmand, parce qu'on pouvait manger de l'avocat, de la crème, du beurre, du fromage. Et je me suis dit, là, ça me correspond. Et je me suis lancée dans cette alimentation cétogène, je vais y arriver. Et puis voilà, puis ça a été un succès. Et... On a le sentiment que vous avez besoin, alors encore une fois, c'est de la psychologie à 2,30 €, mais on a le sentiment, quand on discute comme ça, et on se connaît pas, mais on a le sentiment que vous avez besoin de faire les choses avec authenticité. Sinon, vous ne pouvez pas les faire. Et si vous êtes contrainte de les faire, vous allez prendre un mur direct. Je déteste les contraintes. C'est ça. J'ai horreur de ça. Ouais. Ça m'angoisse. Rien que le mot contrainte m'angoisse. Ouais. Pourtant, on dit que dans un couple, il faut faire des contraintes. Il y a des contraintes. Ah, c'est pour ça que je suis célibataire. C'est pour ça, mais oui. C'est pour ça que ça n'a pas marché par 2 fois. Bon. Non, mais c'est vrai, j'aime pas les cases, j'aime pas les étiquettes, j'aime pas les contraintes. Je pense que j'ai besoin de cette liberté, mais la liberté dans tout ce qu'elle comprend de beau, parce que quand on parle de liberté, on a tendance à penser que quand je suis en couple, je suis en couple. C'est pas que j'ai le sentiment d'être étouffée, mais je n'aime pas qu'on veuille me changer, m'imposer des choses. C'est vrai, mais je suis comme ça dans tous les domaines. Hein. Alors vous, est-ce que il y a un dicton qui dit souvent, et d'ailleurs en France on le répète, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Et si vous avez plutôt choisi l'inverse, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez quand même eu des histoires d'amour un peu tumultueuses, et c'est fait bien sûr l'objet de votre livre, mais est-ce que certains vont vous dire, mais vous avez cherché à médiatiser ça, vous avez voulu médiatiser ça? Non, j'ai pas cherché à médiatiser ma vie privée. Ma vie privée, elle a été étalée parce que comme la presse people adorait, justement, comme j'étais mystérieuse sur ma vie privée, la presse people a été fourrée son nez dedans. Si j'avais été une nana qui se filme sur les réseaux sociaux toute la journée en montrant ce qu'elle a mangé, à quelle heure elle a changé la couche de son fils, que son chéri vient de lui acheter de l'Ernissac à la mode, si j'avais montré tout ça, si j'avais affiché tout ça, ils auraient pas eu d'intérêt justement à se mêler de ma vie privée. La presse people s'est mêlée de ma vie privée parce que justement j'étais mystérieuse et que je n'étalais pas tout ce qui se passait dans mon intimité. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il faut pas justement en donner un peu de temps en temps pour ne pas être rentré dans ce carcan-là? À ce moment-là, quand je me fais shooter à mon insu et que je me retrouve en couverture de magazine avec le père de mon fils, à ce moment-là, moi, j'ai pas tous les codes. Je débarque dans un truc où j'ai pas forcément les codes. Je pouvais pas anticiper tout ça. Moi, je suis animatrice télé. Je me disais pas qu'ils avaient envie de savoir avec qui je couche, à quelle heure, où, quoi et comment. Ça m'est tombé dessus. Donc, et puis j'étais pas prête à tout. C'est pas parce qu'encore une fois, ils avaient décidé de se mêler de ma vie privée qu'il fallait que je leur en donne. Donc, pendant longtemps, ça a été des conflits avec la presse. Moi, je les ai souvent attaqués parce que justement, je voulais pas étaler ma vie privée. Non, ça n'a pas été un choix d'étaler ma vie privée. En tout cas, c'est aussi le revers de la médaille quand on est une personnalité publique. Oui et non, parce qu'il y a des personnes, leur vie privée, ça intéresse personne. C'est vrai aussi. Non, mais il y a des nanas qui sont journalistes, qui sont animatrices télé, personne se mêle de leur vie privée. Sauf qu'elles n'épousent pas des personnalités publiques. Le père de mon fils n'était pas un personnage public, il l'est devenu en étant avec moi. D'accord. Remettons les choses dans le contexte. Remettons les choses dans leur contexte. Mais c'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai, c'était pas du tout un personnage public. Ouais. Alors, dans le livre, ça fait l'objet, justement, et je vous amenais tranquillement sur tranquillement. Tranquillement. On va pas rentrer dans les détails parce qu'évidemment, on va pas spoiler, bien sûr, mais c'est un épisode extrêmement douloureux. Vous avez épousé ce monsieur, dont on taira le nom, et vous avez eu ce petit garçon
ensemble. Et il y a cet épisode de vie qui va durer quand même plus d'1 an. Oui. Où il part avec votre fils à l'étranger. Et il doit rester là-bas. Il souhaite en tout cas qu'il reste là-bas. Bah, il souhaite et il met tout en œuvre. Il met tout en œuvre pour. Et ça va être votre combat. Ouais. Ça, rien que le fait de repenser à tout ça, c'est toujours, c'est marrant hein, parce que c'est une histoire que je raconte souvent. Mais la tristesse que ça me crée n'est pas encore. C'est pas digéré. C'est pas encore digéré. C'est pas encore digéré et je pense que ça restera une cicatrice et que j'en aurai forcément des séquelles à vie. Mais oui, un jour, il décide de manière très fourbe d'ailleurs de faire en sorte que notre fils reste là-bas. Moi, à ce moment-là, je viens de reprendre l'antenne sur TPMP. Et comme il me connaît assez passionné, il se dit, elle va certainement être occupée à autre chose et ça va être le moment ou jamais d'agir fourbement. Il a oublié la maman, quoi. Il a oublié la maman. Il a pensé que la personnalité publique qui reprenait l'antenne, qui allait être excitée par tout ça, allait oublier la maman. Mais la maman que je suis a vite repris le dessus. Donc oui, il décide de partir. Il part parce qu'il a un droit de visite et d'hébergement pendant la période estivale. Moi, je respecte scrupuleusement ce qui est la décision de justice. Donc, c'est-à-dire, il a le droit de le prendre. C'était la première fois qu'il avait le droit de le prendre pendant 1 mois. Alors déjà, c'était très compliqué pour moi parce que je m'étais jamais séparée de mon fils pendant 1 mois. Mais je me devais de respecter la décision de justice. Et il m'annonce qu'il refuse que le petit rentre et que de toute façon, il ne me rendra pas le passeport et que de toute façon, j'avais gagné sur mon terrain en France, mais que là, on était au Maroc et qu'il fallait que je recommence toutes les procédures pour gagner au Maroc parce que de toute façon, il avait fait comment on appelle ça? Une procédure? Il avait non seulement entamé des procédures, mais il avait fait mince, je perds mes mots. Il lui avait fait ses papiers au Maroc. Comment on appelle ça? Un passeport? Un titre de séjour. Un titre de séjour. Exactement. Ok. On sent que ça vous perturbe. Hein. Ouais. Encore maintenant. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Je m'y ferai jamais à cette histoire. Est-ce que vous avez lu ou peut-être vu le film Jamais sans ma fille? Évidemment. Ben, Quand on vous lit, c'est exactement à ça qu'on pense. C'est marrant que vous me parliez de ça parce que c'est un film que j'ai regardé toute mon adolescence. C'est très, très bizarre. Incroyable. Ouais, j'ai regardé ce film. Je me souviens d'avoir été marquée et perturbée par cette petite fille qu'on arrache des bras de sa mère. Ce qui n'a pas été le cas, là, pour le coup. On ne vous l'a pas arraché des bras, si, quand même? Ça a été contraint? Oui, il y a eu des petits épisodes un petit peu compliqués, quand même, dont j'ai pas forcément parlé dans le livre, parce que il fallait que je fasse aussi attention, pour être très honnête avec vous, à ce que je dis dans le livre, parce que on n'est pas à l'abri d'être, encore une fois, attaqué. Et c'est un homme puissant. Et c'est un homme puissant, effectivement. Donc, il a fallu qu'on fasse quand même très attention à ce que je disais dans le livre. Mais non, il y a eu des moments très compliqués. Hein. Et donc, ce film, Jamais sans ma fille, regardez le film ou lisez le livre, évidemment, il est absolument incroyable. C'est une fille qui est arrachée à sa maman, Betty même chose Mahmoudi. à l'étranger. Cette fille part à l'étranger et c'est le combat d'une maman qui va tout faire pour récupérer, évidemment, sa fille. Ouais. Alors, j'ai pas eu les complications qu'elle a eues, sachant qu'elle est dans un pays qui était quand même assez... Au Maroc, beaucoup plus rude. Voilà, beaucoup plus rude. J'ai pas eu les mêmes complications par rapport à ça, mais ça restait un pays qui n'était pas le mien, où je connaissais pas les lois. Moi, comme je le dis dans le livre, même si ce sont mes origines, la langue, l'arabe littéraire, je le maîtrise pas, je ne le lis pas, donc ça a été très compliqué. Il a fallu reprendre un avocat là-bas et partir dans un nouveau combat, et ça a été très, très, très compliqué. J'étais face à un homme qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui a des contacts, qui a le bras long. C'est d'autant plus difficile. C'est d'autant plus difficile. Et qui ne lésine pas sur les moyens quand il a envie de gagner quelque chose. Moi, je me suis retrouvée avec des gardes du corps ne pouvant pas avoir accès à mon petit garçon. Il a fallu que je trouve des subterfuges pour pouvoir avoir accès à lui. Enfin, ça a été... Et ça va durer compliqué. 1 an. 1 an. 1 an avec tout ce que ça engendre derrière, c'est-à-dire de devoir passer d'hôtel en hôtel, puis finalement se rendre compte que
on va pas pouvoir repartir tout de suite, donc devoir prendre un appartement. Et de vous planquer. De se cacher parce que les médias, la presse, les gens. Alors vous savez, maintenant il y a même plus besoin de la presse people et des paparazzis. Maintenant les gens prennent leur téléphone, vous prennent en photo puis le foutent sur les réseaux. On est tous des paparazzis en herbe. Voilà, donc se cacher, avoir peur qu'on me le prenne. J'étais devenue parano, c'est-à-dire que même quand mon fils voulait aller aux toilettes, je restais devant la porte. Enfin, j'avais peur de tout et de tout le monde. Alors la question Yann, qu'on peut se poser aussi, si on se fait l'avocat du diable, c'est quel est l'intérêt de leur raconter ça? Encore une fois, pour dénoncer quelque chose, encore une fois, pour dire ça m'arrive aussi à moi, et voilà ce que vous devez faire pour peut-être engager des procédures ou lutter ou rentrer en... Quel est l'intérêt de le raconter pour vous? Je pense que j'avais besoin de... En fait, tout le monde a parlé à ma place. Tout le monde a raconté cette histoire à ma place. Tout le monde a fantasmé sur des trucs qui étaient complètement infondés. Et en fait, qu'en est-il de ma vérité à moi? Parce que je suis quand même la première concernée. Qu'en est-il de ma vérité? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas le droit, moi aussi, de raconter les choses avec mon prisme à moi, avec ma vérité? Peut-être aussi envie à un moment donné, de vider mon sac, de me soulager, de me pardonner. Est-ce que c'est pas aussi une forme d'exutoire que de raconter les choses une bonne fois pour toutes? Voilà, il a sûrement sa vérité à lui aussi. Hein. Peut-être qu'il trouvera ça erroné ou mal raconté. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de raconter ma vérité. Je me suis trop tue pendant longtemps. J'ai laissé les médias parler, je l'ai laissé lui parler. Moi, j'étais trop concentrée sur mon combat de mère. J'étais pas là pour donner à manger à qui voulait. Et à un moment donné, une fois que les choses ont été réglées et que nous sommes rentrés en France, j'ai eu besoin de raconter ma vérité, mais aussi, encore une fois, pour toutes ces femmes qui m'ont demandé de l'aide, qui m'ont demandé des conseils, qui m'ont demandé comment j'avais vécu les choses. Ouais, et puis je pense aussi une forme d'exutoire. Vous avez eu peur? Chaque jour. Vous avez douté? Tous les jours. Mais j'étais dans la résilience. Quoi qu'il advienne, je ne repartirai pas sans mon fils. Je m'étais mis ça en tête. Ça pouvait durer 2 ans, 3 ans, 6 ans, je ne repartirai pas sans mon fils. Et à partir du moment, je pense, où on se met un objectif, quel qu'il soit, et qu'on n'en démord pas parce qu'on est persuadé de ça, qu'est-ce qui peut se mettre entre l'amour d'une mère et d'un enfant? La preuve, ni l'argent, ni le pouvoir. Là, évidemment, c'est intéressant quand vous êtes sur une chaîne de développement personnel, de spiritualité, de bien-être et autres. C'est toute la... Quand on parle, évidemment, de l'amour d'une mère pour son fils, on peut parler d'entêtement, d'acharnement, de ne rien lâcher, etc. Est-ce que dans la vie, vous êtes aussi comme ça? En dehors de cette histoire-là? Pas du tout. Pas du tout? Non. Ah oui, parce que vous donnez l'impression d'être comme ça. Je sais. Et c'est pas du tout le cas. Ça fait un peu... vous avez un petit côté working girl où on se dit, elle lâche rien, il faut signer en bas à droite parce que sinon ça va pas être possible. Eh ben, figurez-vous que pas du tout. Figurez-vous que pas du tout. Je sais que je renvoie cette image de working girl, de fille super organisée, qui mène sa vie. Pas du tout. Pas du tout, du tout. j'ai le syndrome de l'imposteur, je doute et j'ai peur de tout. J'ai un énorme manque de confiance en moi. Incroyable. Oui, mais je vous assure. Je doute de tout constamment. Constamment. Les gens de mon entourage peuvent en témoigner. Hein. J'ai un manque de confiance en moi. Je déteste plein de choses en moi. Et pourtant, j'apprends à m'aimer. J'apprends à composer avec toutes celles que je suis. Et à me dire, c'est pas grave. Mais pas du tout. Alors l'acharnement que j'ai avec mon fils n'est pas du tout le cas. La même chose, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est viscéral. Je veux dire, c'est tellement, c'est normal. Oui, puis c'est là, c'est naturel. Ça me demande pas d'effort. Bien sûr. Donc, vous avez accepté d'être toute celle que vous êtes. Je continue chaque jour un petit peu plus d'accepter, mais oui, bien plus qu'au départ. Oui, j'ai accepté. J'ai accepté. Il y a encore des bouts de moi que vous n'aimez pas. Que je n'aime pas, mais que j'apprends à aimer. Ok. Exemple. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Je suis très inconstante. C'est insupportable pour mon entourage. Je suis très, très inconstante. Ok, ça va un jour, le lendemain, ça va plus. Mais d'une heure à l'autre. Ça s'appelle lunatique, ça. Alors voire dans l'excès bipolaire. Alors non, parce que je n'impose pas ma mauvaise humeur aux autres. Je m'isole. Je gère mon problème toute seule. Je m'isole, je ne suis pas odieuse avec les gens. Donc
quand même dans la bipolarité, on impose un peu notre mauvaise humeur. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je me renferme sur moi-même, je m'isole, je suis capable de pas répondre au téléphone, par exemple. Pour les gens qui travaillent avec moi, c'est très déstabilisant. Je suis capable de ne pas répondre au téléphone pendant 3 jours, mais pas par négligence ou par manque de professionnalisme, parce que à ce moment-là, je ne peux pas communiquer, j'ai besoin de m'isoler, j'ai cette hypersensibilité où tout est décuplé. Quand je suis dans des endroits où il y a trop de bruit, moi je peux être dans un endroit en train de discuter avec une personne et j'entends les conversations de 2 tables à côté. Et pourtant, je suis dans ma conversation. Quand il y a trop de lumière, quand il y a trop de monde, tout est exacerbé. Et donc, j'ai des moments où pendant 2-3 jours, j'ai besoin, pour me ressourcer, de m'isoler. Et cette inconstance me saoule un peu. J'apprends à composer avec, à me dire, Ayem, c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, tu as besoin de t'enfermer. Enferme-toi. Mais c'est pas cool pour les gens de mon entourage, parce que ça les met dans... Alors, les gens de ma famille, ça les met dans une inquiétude. Les gens avec qui je travaille, quand ils me connaissent pas, ça peut les agacer. Mais j'apprends à accepter cette Ayem inconstante. J'apprends à composer avec elle. C'est ce que vous préconiseriez à tous ceux et celles qui vous suivent ou qui nous écoutent, là, le fait de se dire, bah voilà, il y a beaucoup de thérapeutes et d'experts qui se sont installés ici et qui tiennent le même discours que vous. Vous avez le droit d'être comme ça, comme vous avez le droit d'être autrement et dans vos excès, et c'est OK. Ah ben moi, de toute façon, je pense que c'est la seule solution. Hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les temps changent, mais les gens ne changent pas ». On évolue. On évolue. Alors, ça peut être une forme de changement, effectivement, mais le fond reste quand même foncièrement le même. Je sais que si je me mettais un petit coup de pied aux fesses, je pourrais essayer d'être un peu plus constante. Mais vous n'avez pas envie. Mais c'est pas ça, ce serait pas naturel. Ouais. Et je me refuse de ne pas être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime l'authenticité, j'aime tout ce qui est naturel. Et alors, il y a une phrase que j'aime bien dire qui peut paraître compliquée parce qu'on a tous des contraintes au quotidien et puis la vie fait que on se doit de faire aussi des choses qu'on n'aime pas. Mais je déteste me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et j'ai envie de m'offrir ce luxe dans la vie. Elle est tellement courte. J'ai envie de ne pas me forcer à être avec des gens avec qui j'ai pas envie d'être. J'ai envie de ne pas me forcer à aller faire un travail que j'ai pas. Alors je sais, ça peut paraître facile de dire ça. Oui, mais tu dis ça parce que l'argent de côté. Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, j'ai perdu énormément d'argent parce que j'ai refusé des postes parce que ce poste-là ne me convenait pas, alors que j'aurais pu gagner énormément d'argent. Aujourd'hui, il y a un truc qui est très à la mode, l'influence, tout ça. Alors là, j'ai pas le chiffre en tête, mais si vous saviez le nombre d'argent que je perds parce que je n'ai pas envie de me filmer comme ça toute la journée, c'est une réalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'offrir ce luxe-là. Et j'ai envie de dire aux gens, oui, en fait, dans la mesure du possible, essayons le plus possible de ne pas se forcer à faire les choses, de les faire avec amour, avec sincérité. Vous parlez de vos parents. Est-ce que la femme que vous êtes aujourd'hui, évidemment, est le fruit de l'éducation que vous avez reçue? Vous parlez de cette éducation avec votre père intellectuel, votre maman qui vous a quand même éduqué dans un cadre relativement strict, oui. On va dire. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous répercutez cette éducation que vous avez eue sur votre fils, par exemple? Je pense pas. Je suis plutôt. Ma maman était stricte. Mon papa était très cool. Moi, je suis dans un. Alors, je sais pas le terme, mais moi, je suis très très à l'écoute avec mon fils et je suis un peu de l'école à le laisser justement qui il a envie d'être. Je sors encore une fois des codes. Souvent, j'ai cette conversation avec ma maman qui est sans cesse en train de lui dire « Fais attention, fais attention. » Je dis tout le temps « Maman, faire attention à quoi ?» Et c'est vrai qu'elle a ce côté-là de tout le temps « Fais attention, fais attention, fais attention. » Et moi, je veux pas qu'il fasse attention. Je veux pas qu'il fasse attention. Je veux qu'il tombe, je veux qu'il se fasse mal. Je veux qu'il se chamaille avec un copain et que son copain lui fasse une réflexion désobligeante. Je veux qu'il comprenne ce qu'est la vraie vie. Ma mère est toujours en train de le couver. C'est une mamie, voilà. Mais elle était comme ça aussi avec moi. Non, moi, je suis dans une éducation où je suis à l'écoute de qui il est. Vous m'entendrez jamais dire à mon fils il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat. Je veux qu'il soit ce qu'il a envie d'être. Si mon fils demain me dit maman, j'ai envie d'arrêter l'école parce que j'ai envie de me mettre au piano, parce que je rêve d'être pianiste, ou j'ai envie d'aller faire une école de danse parce que je rêve de danser,
eh ben, je le laisserai faire et je l'accompagnerai. Quoi qu'il fasse, je l'accompagnerai dans tout ce qu'il a envie de faire. Et alors, je sais pas comment on appelle cette éducation, mais je suis dans l'éducation de fais ce que tu veux, mon fils. Maman est là, elle est derrière. Parce que vous avez souffert de l'inverse? Peut-être, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. On dit souvent qu'on essaie de ne pas reproduire les schémas de ce qui nous a été inculqué. Oui, mais moi, c'était encore une fois très paradoxal. De toute façon, je suis faite de paradoxes. Mais c'était très paradoxal parce que j'avais une maman qui m'éduquait de manière très stricte, qui faisait très attention à tout, et j'avais un papa très cool, qui tolérait et qui, justement, me permettait de faire ce que ma mère ne m'autorisait pas à faire. Donc, souffert, pas tant que ça. Je vous écoute, je vous regarde, et c'est tellement, en tout cas, ce que vous dégagez est tellement à l'opposé de ce que vous avez dit précédemment sur le fait que vous manquiez de confiance en vous. Ouais. C'est fou. C'est vrai? C'est fou. Voilà, je commence à prendre ma petite voix de manque de confiance. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai? Non, mais l'intérêt de ce canapé, c'est de lâcher prise. Hein, vraiment. D'ailleurs, sur cette notion de lâcher prise, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que je la comprends? Ouais. Le fait de dire, vous savez qu'on nous rabâche en permanence ça, mais lâche prise, faut lâcher prise. Est-ce que ça, c'est une notion que vous arrivez à... Je la comprends, mais elle est pas facile à appliquer, parce que c'est très facile à dire, mais à appliquer de lâcher prise, c'est pas évident. Alors, moi, je l'applique pas mal quand même. Hein. J'essaye de pas trop me prendre la tête. Il y a peu de choses qui me saoulent. Il y a peu de choses qui m'atteignent. Puis je pense aussi qu'avec ce qui m'est arrivé, j'ai appris à faire abstraction de pas mal de choses. Je pense que, oui, je la comprends, c'est important de lâcher prise, mais après, il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. C'est pas évident avec tout ce qu'un être humain vit, c'est pas évident de lâcher prise. Alors justement, le lâcher prise, le bien-être, le développement personnel, tous ces sujets-là sont des thématiques qui vous parlent? Oui, complètement. Moi, j'aime beaucoup ça, le développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour vous, le développement personnel? Il y a plein de gens qui rejettent ça en disant le dev perso, allez, on y va. Ah, moi, j'adore lire des livres sur ça. Je lis un livre en ce moment qui s'appelle Conversation avec Dieu, qui est extraordinaire. Vous mettez en application les, entre guillemets, préceptes de, justement, du développement personnel? J'essaye tant bien que mal. J'essaye, en fait, à chaque fois quelque chose qui me chagrine ou qui me peine, qui me blesse, j'essaye de prendre du recul. Donc, je pense que c'est une forme de développement personnel. Mais après, le développement personnel, en tout cas, à mon sens, il est propre à chacun. Parce que ce qui va me faire du bien à moi ne va pas forcément vous faire du bien à vous. Ce qui va vous aider à prendre du recul ne va pas forcément être mon cas. Moi, je suis beaucoup dans la résilience, je suis beaucoup dans le déni aussi. De me dire... je veux pas voir. Ouais, c'est pas grave. Je veux pas voir, exactement. Je veux pas voir. Et moi, le déni m'aide beaucoup. Il y a plein de gens, ils peuvent pas être dans le déni parce qu'ils vont se dire non, il faut que je traite la situation, il faut que je règle le problème, il faut que je discute avec la personne. Moi, je parle pas avec mon meilleur ami, là, depuis maintenant 2 semaines. Conflit? Tout mon entourage, oui, mais conflit merdique en plus, il n'y a pas de profondeur dans le conflit. Tout mon entourage me dit, mais Ayam, je comprends pas. Appelle-le pour chercher à comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes en froid. J'ai pas envie. J'ai pas envie de chercher à comprendre, j'ai pas envie de savoir. Pour moi, si on se reparle pas de manière naturelle, parce que la vie fait qu'on va se recroiser, qu'on va se voir, qu'on va se reparler naturellement parce qu'on s'aime profondément, j'ai pas envie d'aller mettre des points, des explications, et j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas une conversation avec le père de ton fils? J'ai pas envie. Il s'est passé ce qui s'est passé, les faits sont là. Et si demain, il se passait quelque chose avec votre meilleur ami que vous ne puissiez plus jamais le revoir? Bah voilà, on y vient. Bah c'est que la vie en aura décidé ainsi. Et vous restez avec ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous avez parfois vous avez perdu des gens à qui vous auriez aimé dire des choses? Alors peut-être parce que je n'ai pas encore vécu ça. Ok. Que je vous souhaite le plus tard possible. Merci. Peut-être que du coup, je m'en rends peut-être pas compte de la gravité de tout ça. Mais vous savez, vous pouvez bien vous entendre avec des gens, leur parler, que tout se passe bien, et les perdre, ça va. Enfin, la douleur sera là, quelle qu'elle soit. Est-ce que quand on perd quelqu'un qu'on aime, même si on lui a déjà tout dit, est-ce qu'on n'a pas encore envie
qui soit là pour lui dire d'autant plus. C'est sûr. Donc, quoi qu'il advienne, la souffrance, elle sera là. Mais ponctuer une discussion sur un conflit et ne plus pouvoir continuer cette discussion, C'est vrai. c'est sans doute encore pire. Il vous a passé un coup de fil, mon ami, pour que je l'appelle, non? Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai vécu ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Mais après, Alors vous allez l'appeler. Mais après, j'ai aussi ce petit côté un peu rancunière. Un peu rancunière. Ça, c'en est une autre de moi que je n'aime pas, que j'apprends à aimer, que j'apprends à aimer, parce que en fait, je me dis qu'à force de tout accepter, de constamment passer à autre chose quand les gens vous blessent ou vous manquent de respect, ça devient après banal. J'ai pas envie que ça devienne banal, qu'on se manque de respect et que ça m'ait offensé, que ça m'ait blessé. Je veux pas banaliser ça. Et le fait de faire, comment dire, de toujours passer l'éponge, ça banalise, je trouve, le truc. Mais ouais, faut que je fasse un petit travail sur la rancune. Vous pouvez commencer, c'est une porte ouverte, vous pouvez commencer par là. Ouais. La spiritualité, c'est un des angles qu'on aborde régulièrement sur cette chaîne. La spiritualité, ça ne veut pas dire il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de prosélytisme ou de choses comme ça, mais est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose qui vous parle aussi? Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors moi, je suis très croyante. Je suis très croyante et c'est ce qui aussi m'aide beaucoup. Vous donne une force. Ouais. Vous avez la foi. Exactement. J'ai vraiment, alors pour le coup, j'ai une foi inébranlable. C'est vraiment la chose qui m'a le plus aidée dans ma vie. C'est de toujours m'en remettre à Dieu. Ouais, vous demandez. Toujours. Non seulement je demande, mais je m'en remets toujours à ses choix et à ses plans. Même dans les pires moments, quand j'étais bloquée au Maroc, je me disais toujours, peut-être qu'il m'a épargné d'autres choses. Peut-être que je venais de reprendre l'antenne, et peut-être qu'il ne voulait plus que j'aille sur ce chemin-là. La première, c'est qu'au final, après, j'ai pu faire ce merveilleux livre, mais je m'en remets toujours à ses plans. Je me dis toujours, Ayam, avance. Lui, il sait, toi, tu ne sais pas. Et c'est vrai que le fait, alors on parlait de lâcher prise tout à l'heure, mais le fait de lâcher prise et de se reposer sur l'épaule de Dieu, je vous assure que ça donne de la force quand même. Pas mal, oui, c'est sûr. Et sur l'adage qui consiste à dire « demande et tu auras », vous demandez donc? Alors, je demande, mais je suis pas forcément d'accord avec « demande et tu auras ». Parce que parfois, on fait des demandes qui peuvent nous sembler bonnes, mais moi, je suis persuadée que quand je demande quelque chose à Dieu et qu'il ne me le donne pas, encore une fois, lui, il sait pourquoi. Peut-être que j'en aurais fait mauvais usage de ce qu'il allait me donner. Moi, pendant longtemps, je demandais à Dieu, bien évidemment, la santé, qu'il me garde mes proches, ça, c'est vraiment les choses que je demande, très basiques. Mais pendant longtemps, je lui demandais de pouvoir mettre ma famille à l'abri, l'aisance financière, la réussite. Et ça se demande pas. Et non, mais en fait, quand je me suis retrouvée dans des très beaux endroits, avec une très bonne situation financière, et que j'étais quand même malheureuse et triste, et que mon cœur n'était pas apaisé, je me suis dit, mais punaise, ok, Dieu m'a montré. Il m'a donné le matériel que j'ai demandé, que j'ai voulu, et malgré tout ce matériel et cette aisance et tout ce luxe dans lequel je vivais, j'étais pas apaisée, j'étais pas heureuse. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, donc l'histoire de l'argent ne fait pas le bonheur, c'est quand même un peu vrai, cette histoire. Et donc, oui, alors, demander, je demande, mais parfois, quand il me donne pas, je me dis, bon, il me donne pas, il sait pourquoi. L'épreuve que vous avez affrontée pour récupérer votre fils, vous l'avez évoqué, et j'invite évidemment tous ceux et celles qui nous regardent à lire dans les détails ce qui s'est passé, mais vous lui avez posé la question plus haut du pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là? Oui, bien sûr. Je n'ai pas cessé de prier pendant cette période, de demander. J'ai même été jusqu'à me demander qu'est-ce que j'avais fait de mal. Pour qu'on vous inflige ça. Pour vivre cette situation. Et à un moment donné, je me suis dit, Ayam, il faut que tu sois honnête avec toi-même, parce que d'être honnête avec les autres et d'être loyal envers les autres, c'est bien, mais de l'être avec soi, c'est d'autant plus important, je pense. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Dieu m'inflige cette épreuve,
pour que Dieu vienne m'éprouver sur ce qui va me faire le plus mal. Alors... Vous avez la réponse? Je n'ai pas la réponse exactement, mais je me dis, là, quand on en parle, je me dis toujours que Dieu, quand il nous éprouve sur quelque chose, c'est peut-être aussi pour nous protéger d'autres choses. Donc, je me dis que j'ai peut-être fait des choses de mal dans ma vie et que, au lieu de m'infliger la perte de quelqu'un ou un accident grave, il m'a éprouvé sur ce que j'aime, sur l'être que j'aime le plus. Il fallait que je paye l'addition certainement de quelque chose. Peut-être qu'un jour, moi, j'ai fait du mal à quelqu'un. Peut-être que j'ai blessé une personne. Peut-être que j'ai trahi une personne. Et il y a le karma. Il y a Dieu, il y a le karma. On l'appellera comme on voudra. Il fallait que je paye certainement l'addition de quelque chose de mal que j'avais fait dans ma vie. Dieu a tapé là où ça fait mal. Ouais. Il m'a éprouvé. Il m'a éprouvé. J'ai payé l'addition. Il m'a donné une petite leçon. Et Dieu merci, il a arrêté après parce qu'il s'est dit bon, c'est bon, c'est bon, ça y est, ça suffit les conneries. C'est sûr. Vous parlez de votre vie amoureuse. Évidemment, votre fils, la naissance de votre fils, évidemment cet homme que vous évoquez dans le livre, bien sûr. Vous parlez de ce premier mariage, vous parlez d'un second mariage, donc d'un second échec. Enfin, je veux dire, la relation aux hommes que vous avez, il y a un problème ou comment ça se passe? Ouais, il y a un gros problème. Ça aussi, il y a quelque chose. Et est-ce qu'il y a un rapport avec votre père, quelque chose qui, je sais pas. Après, je pense être loin d'être la seule femme qui a un problème avec les hommes. On est bien d'accord. Si les gens restaient ensemble pendant des années, ça serait... Mais vous l'évoquez et vous en parlez ouvertement. Ouais. Donc, on est obligé. Enfin, oui, non, mais parlons-en. Non, mais c'est vrai. Parlons-en. Vous avez un problème avec les hommes ou comment ça se passe? Ou C'est vous êtes peut-être eux qui ont invivable? Non, je pense pas que ce soit ça. Non? Non, peut-être. Franchement, je sais pas, je saurais pas quoi vous dire. Vous faites les choses sur un coup de tête et puis après vous dites je regrette. Je suis très passionnée. Je suis très passionnée. Vous vous mariez puis 4 mois après vous divorcez. Hein. Comment ça se passe dans la vie? Vous savez quoi, quand j'ai lu ça, je me suis dit non mais d'accord, mais bien sûr, il y a aucun jugement, mais il y a aucun jugement. Il y a quand même plus de femmes qui divorcent que de femmes qui restent mariées pendant des années. On est bien d'accord, peut-être pas au bout de 4 mois. Mais on peut se poser la question quand même. On pourrait se dire mais attendez, avant de se marier, on peut peut-être essayer de voir si on s'entend bien. Je veux pas rentrer dans les détails. Mais même quand on reste pendant longtemps ensemble avant de se marier, ça peut finir par un échec. Il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de règles. Ma mère me dit toujours, le mariage, c'est comme le loto. C'est comme ça qu'elle me dit, on sait jamais si on va gagner, si on va perdre. Moi, il n'y a pas de règles. Moi, quand je suis une fille très excessive, j'aime que tout aille très vite. Et quand j'arrête très vite aussi. Mais je suis très passionnée. Encore une fois, j'aime pas les codes, j'aime pas les règles. Et si je suis passionnée, éprouvée, en amour, je peux aller très loin et très vite. Je dis pas que c'est la solution, hein. Je ne détiens pas la clé de la réussite. Visiblement non. Mais bon. Quel rapport vous avez aux hommes alors? Est-ce que vous êtes calmé? Est-ce que vous êtes... C'est-à-dire calmé? C'est-à-dire que là vous vous dites ça va quoi, j'ai suffisamment en fait, moi, le chacun chez soi quoi, quelque part, c'est ça que je veux dire. Parce que vous nous avez dit je suis célibataire. Ce que vous avez dit juste en introduction de l'émission. Je suis célibataire. En tout cas, je suis pas mariée. Ok, d'accord. Je suis célibataire sur le papier. D'accord. Je suis pas mariée. D'accord. Je suis plus mariée. Mais alors donc la femme que vous êtes, Ayem, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Je ne saurais pas vous répondre à ça. Pourquoi c'est si compliqué? Mais c'est justement peut-être parce que je suis plusieurs femmes et qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Ouais. Je pense qu'il y a un truc qui fait peur. Quand on est face à une femme, que ce soit moi ou une autre, mais quand on est face à une femme qui assume sa différence, qui ne veut pas être malléable, qui ne veut pas, encore une fois, rentrer dans les cases et qui ne veut pas, qui n'est pas prête à tout pour plaire, je pense que ça peut faire peur. Je pense que ça peut faire peur aux hommes. Je pense que c'est d'autant plus facile d'être avec une femme qui est facile. Quand je dis facile à vivre, attention, ça veut pas dire que je sois invivable. C'est juste que je ne dis pas amène à tout, et ça peut faire peur aux hommes, je pense. Vous êtes une forte tête, quoi. Dans le couple, qui a la culotte?
Les deux, on peut avoir tous les deux la culotte. Non, j'ai pas ce rapport conflictuel. Et là aussi, c'est paradoxal. C'est-à-dire que vous donnez l'apparence comme ça d'être, et vous le dites d'ailleurs en couple, vous avez l'air d'être une femme, autoritaire, qui a besoin d'avoir ses convictions, machin. Et pourtant, vous êtes dans ce manque de confiance. Pas du tout autoritaire. En fait, le problème, je vais vous dire, en fait, ça y est, je pense que j'ai trouvé. Non, mais parce que c'est en réfléchissant, ça me vient, mais je pense que le problème que j'ai avec les hommes, c'est que je n'arrive pas à être dans mon énergie féminine parce que eux ne sont pas dans leur énergie masculine. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve à prendre la place de l'homme parce que eux ne se comportent pas comme des hommes. Pour la plupart du temps, ça a été ça. Pas tous. Parce que je me vois là, je vais recevoir des messages. Ouais, pourquoi t'as dit que j'étais pas un homme? Oui, c'est ça. non, mais ce que je veux dire, c'est que pour que moi, je puisse retrouver mon énergie féminine et que ça se passe bien avec un homme, faut qu'il me laisse cette place-là. Moi, je suis très, j'en parle dans mon livre, quand je dis j'ai un côté princesse, c'est pas dans les manières, c'est que j'aime ce conte de fées qu'a voulu nous raconter Walt Disney, où l'homme prend soin de sa princesse. Qui est beaucoup décrié d'ailleurs. Hein. Oui, qui est décrié parce que... Aujourd'hui, on n'arrête pas Disney sont obligés de revoir le contenu de leur dessin animé pour justement ne pas être taxé. Oui, mais parce que moi, ça a été une souffrance pour moi de me rendre compte que ça se passait pas du tout comme ça dans la vraie vie. Donc vous avez le syndrome du prince charmant? Ah ben complètement, je pense que je l'ai complètement. Je me suis vite rendu. Vous y croyez encore ou quoi? Non, ça y est, faut arrêter les conneries, ça y est. non, ça y est, j'y crois plus. Mais qui c'est qui dit un jour mon prince viendra, c'est Blanche-Neige? Ou la Belle au bois dormant, non, je crois. La Belle au bois dormant. Je sais plus. Bon, peu importe. Mais quand je dis je n'y crois plus, c'est pas que je n'y crois plus, c'est que je ne suis plus dans l'attente de ça. Peut-être qu'un jour j'aurai une belle surprise, mais en tout cas je ne suis plus ni dans l'attente ni dans la recherche. Alors que il fut un temps. J'étais dans l'attente, j'étais dans la recherche. Là, c'est plus du tout le cas. Après, je pense qu'il y a encore des hommes bons et des hommes bien dans ce monde, je l'espère. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de femmes, d'être dans son énergie féminine quand l'homme ne nous donne pas cette place-là. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il y a une sorte de chasse à l'homme? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'être un homme en 2024, c'est pas simple. Hein. Non, mais sérieusement. C'est une blague ou pas, là? Non, je vous assure. Non, C'est-à-dire, dites-moi. Je trouve que il y a une chasse à l'homme. Je trouve qu'il y a un côté très castrateur chez les hommes. C'est-à-dire qu'il faut plus rien dire, quoi. Non, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut la moindre petite. C'est-à-dire j'ai le sentiment parfois qu'on confond des phases de séduction qu'on peut avoir entre un homme et une femme, qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Avec tout de suite de l'harcèlement. Avec tout de suite et du harcèlement, avec tout de suite du hashtag. Oui, mais vous payez les pots cassés de vos confrères, mon ami. Excusez-moi. On est bien d'accord. Mais non, mais comme on peut pas faire une généralité de. Non, bien sûr. Mais ils sont quand même nombreux. Ils sont quand même nombreux. Il y a des hommes bien, comme il y a des garces. Oui. Ça existe aussi. Mais en termes de pourcentage, je crois qu'il y en a plus chez vous. Hein. Il me semble. Hein. C'est possible. J'ai pas les chiffres là, mais il me semble qu'il y en a plus chez vous. Non, mais c'est fort probable. On est bien d'accord. Non, mais ce que je veux dire, voilà. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais je comprends. Mais en fait, il y a eu tellement de mal, d'abus, de mal qui a été fait que les faits sont là, hein, les viols sont là. Vous n'avez pas ce regard sur les hommes. Pas du tout. Non, pas. J'ai pas de haine envers les hommes. J'ai pas je suis pas dans un truc de conflit. Je suis pas dans un rapport de force. Pas du tout. Mais il faut admettre qu'il y a un paquet de cons quand même. Sans doute. Voilà. Alors d'ailleurs, dans votre livre, vous dites cette phrase que j'ai trouvée intéressante, vous dites « Je tente à comprendre ce qu'est le vrai amour, pourquoi on le cherche éperdument, pourquoi notre couple n'a pas marché. » Et on parlait justement de vos échecs en amour. Vous cherchez cet amour ou alors vous vous dites aujourd'hui, bon bah ça va, j'ai vécu ces expériences de vie et puis je passe à... Si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Est-ce que vous êtes en quête de cet amour? Je crois qu'on cherche tous... Consciemment ou inconsciemment, je crois qu'on cherche tous l'amour. C'est important d'être aimé. Après, moi, j'ai découvert l'amour qu'on peut avoir venant d'un enfant. Qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même, mais qui fait énormément de bien. Bien sûr. Parce que c'est un amour authentique, c'est un amour pur, c'est un amour inconditionnel. Et aussi bien l'amour que je lui porte qu'il me porte. Et je me demande parfois pourquoi c'est pas aussi simple dans les relations de couple de pouvoir s'aimer. Est-ce que vous pensez que vous faites peur? Je sais pas si je fais peur, mais en tout cas,
En tout cas, je me sens pas aimée comme j'aimerais être aimée. Okay. Alors, est-ce que c'est ce que je renvoie? Est-ce que je me laisse pas peut-être aimer? Vous avez été un peu échaudé quand même, pour le coup. Ouais, je pense forcément, il y a une carapace qui se crée. C'est vrai que, bon, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a du mal après à s'ouvrir. Mais, ouais, l'amour, ça restera un mystère. Ça restera un mystère pour moi. Moi, j'aimerais qu'on puisse s'aimer, sans peine, sans animosité, sans brutalité, sans concession. Est-ce que vous croyez qu'un couple peut se séparer en s'aimant toujours? Ah, mais moi, quand j'ai quitté le père de mon fils, j'étais folle amoureuse de lui. J'étais éperdument amoureuse de lui quand je l'ai quitté. Vous croyez à cette phrase qui dit « Je te quitte, mais je t'aime ». Ah oui, mais c'était complètement ça. Parce que il avait passé un cap de choses que je ne pouvais plus tolérer. Okay. Et pour mon amour-propre, parce que je m'aime, il fallait que je me sépare de cette personne, malgré le fait que je l'aimais. Et je pense que mon père me dit une phrase que j'aime beaucoup, aime-toi, ma fille, l'amour-propre est l'amour le plus fidèle. Et j'adore quand tu me dis ça, parce que c'est vrai en soi. Quand on s'aime, on refuse d'accepter certaines choses, ou en tout cas d'en faire quelque chose de normal, de banal, même si on aime la personne en face. Et est-ce que c'est pas ça le vrai amour, de ne pas accepter tout par amour? Moi, je l'ai quitté, je l'aimais, mais il avait fait des choses que je ne pouvais pas tolérer pour mon amour-propre. Alors justement, est-ce que vous vous aimez? Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours, je m'aime. Il y a des jours, je me persuade de m'aimer. Il y a des jours, je m'aime pas, parce que il y a des jours où je suis celle que je suis, que j'apprends encore à aimer. Donc, quand je suis celle-ci, quand je suis la I am inconstante, par exemple, je ne m'aime pas. J'apprends à l'aimer. Mais de manière générale, je trouve que je suis une chouette personne. Je trouve que je suis une chouette nana. C'est bien de se le dire. C'est bien, non, c'est vrai, je trouve que je suis une chouette nana. Ah. Avec tous les défauts que j'ai, peu importe, mais tout ce que ça comprend. Mais je trouve que je suis une chouette nana de manière générale. Je parle pas de physique, je parle pas de trucs comme ça. Je trouve que... Vous êtes une belle personne. Ouais, voilà. Une belle âme. Je trouve que ce qu'il y a d'important, qui qu'on soit, et peu importe, c'est le comportement. Je sais que moi, je suis une personne qui n'aime pas faire du mal, qui n'aime pas blesser. C'est jamais volontaire. J'ai peut-être blessé des personnes involontairement, mais dans mon comportement, je trouve être une chouette personne. En tout cas, je m'efforce et j'essaye de l'être le plus possible. En tout cas, vous l'êtes sur ce canapé. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre livre? Un mot. J'en ai un qui me vient, je ne sais pas si ça va être le vôtre. Ah ouais? Ouais. Dites-moi. Sincérité. Ah, ça me va bien, ça. J'aime bien. Quand je dis ça me va bien, pas que ça m'aille bien, oui, mais ça me va comme choix de mots. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire, de votre parcours de vie, du message, de vos combats? On peut dire l'amour, parce que c'est l'amour pour mon fils qui m'a donné toute cette force. C'est l'amour pour mon fils qui m'a donné l'envie, la force et le courage de me mettre à nu. Parce que c'est une mise à nu, ça, pour moi. C'est quelque chose de très compliqué pour moi de raconter les détails de ma vie intime, de raconter mes faiblesses, mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes addictions. Mais vous n'avez pas de peur? De peur? De répercussions? J'ai toujours peur de remettre ma vie entre les mains d'autrui. Bien sûr que j'ai peur. L'être humain peut être tellement malveillant. Bien sûr que j'ai peur. Mais on vit pas avec la peur, on vit plus. Donc j'essaye de faire abstraction de tout ça. Et puis de toute façon, c'est un bout de moi. Et puis c'est beau, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, c'est beau de laisser un peu de soi pour nos enfants. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Il parcourt le livre de maman. Ouais, il parcourt le livre de maman. La première réaction qu'il a eue, il m'a dit « Oh maman, il est très beau ton livre, il est très beau. » J'avais dit « Le contenu est un peu moins chouette, mon amour, mais... » Il comprend? Il est encore petit. Je pense qu'il a cette notion du fait que, qu'on soit séparés avec son papa. Il a cette notion, malheureusement, il a vu des couvertures de magazines, des trucs, donc il a cette notion de désaccord entre le père et moi, mais il n'y a pas cette notion de conflit. Moi, je mets un point d'honneur à ne jamais dire de méchanceté de son papa, à ne pas parler des choses qui sont trop touchy, trop conflictuelles devant mon fils.
y a des interviews que je veux pas qu'il voit. Quand je rentre trop dans les détails et tout, j'essaye de lui garder encore un peu de magie, de romantisme. Il aura tout le temps de découvrir l'envers du décor. Est-ce qu'il verra celle-là? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que on n'aborde pas. Moi, j'aime pas qu'ils connaissent trop je veux pas on n'est pas dans les détails du l'intimité. conflit. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Mais non, celle-ci, il y a pas de, non, y a pas de souci. Il faudra que je regarde tout, mais il y a pas de souci. C'est Evin, c'est ça? Ivan. Ivan. Qui est la contraction de mon prénom et du prénom de son papa. Exactement. Ah oui. Ivan. Jusqu'où m'a mené l'amour, imaginez donc. Est-ce que vous croyez au transgénérationnel? Le transgénérationnel qui est en fait parce que quand vous donnez, par exemple, vos initiales respectives à votre fils en prénom, on dit dans le transgénérationnel, impacté par vos énergies respectives. Oui. Voilà. Est-ce que vous croyez à ça? Oui, j'y crois. Ouais. Moi, je pense que j'y crois. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que j'ai des traumas et des choses que ma mère a. Et je le vois bien. Je le vois bien dans mon rapport aux hommes, par exemple. Je suis impactée par ça. Moi, j'ai beaucoup entendu, elle va détester ce que je vais dire, mais c'est la réalité. J'ai beaucoup entendu ma maman se plaindre de son homme. Donc vous pensez que vous, inconsciemment ou consciemment, vous répercutez ce que vous avez vécu au travers des dires et de votre maman? En tout cas, ce que je répercute, c'est de choisir des hommes comme l'homme qu'elle avait choisi. C'est-à-dire séducteur, charmeur, désolé papa, séducteur, charmeur, infidèle. Parce que vous le dites dans le livre. Oui, mais vous savez, le jour où j'ai dit à mon père, papa, tu sais, j'ai envie de parler d'un moment avec maman, vous êtes séparés, d'expliquer, voilà, que t'as été infidèle. Je lui ai dit, j'ai besoin de ton accord. Ah oui. Il m'a dit, ma fille, tu peux en parler. J'ai été infidèle parce que fidèle à ma philosophie de vie. Très bien. Donc, c'était assumé. Mais donc, pour en revenir à ce que vous étiez en train de me dire, je pense que, oui, j'ai choisi des hommes comme mon père, qui était comme mon père, qui était donc les schémas répétitifs. Schémas répétitifs, certainement, inconsciemment, hein, mais... Donc, il y a un travail à faire. Ouais, il y a un travail encore à faire. De choses. Moi, il y a une phrase que je dis souvent. J'ai dit quand je me retrouve face, effectivement, soit à mes contradictions, soit à mes prises de position, soit je me dis, je m'auto-soule. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, Parfois, je me fatigue parfois. Je me fatigue. Moi aussi. Et c'est pour ça que d'être dans le déni, ça arrange pas mal de choses. Vrai, vous avez raison. Toutes celles que je suis, lisez évidemment ce parcours de vie et vous aurez peut-être une autre image aussi d'Ayem, parce que on vous voit effectivement au travers des télévisions, au travers les paillettes, au travers des émissions que vous présentez. L'actualité d'Ayem, c'est quoi alors aujourd'hui? Prendre soin de mes 2 bébés. Mon premier amour, Ivan, et puis mon nouveau bébé, voilà, la promo. La télé, tout ça, non? Non, pas pour le moment. Plus maintenant? Pas pour le moment. Pas envie. Non? Pas envie. Puis alors moi, je sais pas trop faire plusieurs choses à la fois. Hein. Comme je suis excessive, c'est tout ou rien. Là, je suis sur le livre. Mon rôle de maman me prend énormément de temps et me passionne. Puis là, il y a le livre, il y a la promo. Faut que je reste concentrée. Parce que alors déjà que je suis inconstante, si je commence à partir sur plusieurs projets en même temps, on va pas y arriver. Ayem Nour, lisez, merci aux éditions Le Duc, merci infiniment. Merci à vous, pour c'était cet très échange. Merci pour votre authenticité, pour votre courage aussi de dire les choses et de laisser une trace. C'est ça un livre. Hein. C'est laisser une trace et puis peut-être d'inspirer. Inspirer, si je peux donner un peu de force à toutes ces femmes qui m'ont écrite et qui ont douté, voilà, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, elles ont été nombreuses à m'écrire et je les remercie parce elles m'ont donné beaucoup de force et de courage. Donc je leur dois aussi ça. Bon, lumière, ça vous va bien. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Vous commentez, comme d'habitude, avec bienveillance. Vous partagez. Vous retrouverez Ayem Nour, évidemment, sur les réseaux, parce que vous êtes quand même très présente. Ouais, de temps en temps. Un petit pour la promo, là, je vais l'être, mais pas tant que ça. Hein. Ouais. Fatigue un peu les réseaux. Hein. Beaucoup de cons aussi sur les réseaux. Hein. C'est sûr. Ça vous impacte? Ce qui est dit ou ce qui est écrit, parfois? Ça m'impactait. Il y a eu des périodes où ça m'impactait. Ouais. Maintenant, j'ai appris à faire abstraction de ça.
Mais parfois, j'ai de la peine pour d'autres personnes qui le subissent. Vous êtes quel signe? Sagittaire. Sagittaire, ascendant? Aucune Vous savez idée. pas? Je pensais que vous seriez intéressé à tout ça, à mon ascendant. Non, mon en truc, fait, je le connaissais, mais je m'en souviens plus. Ok, donc c'est que ça n'a pas d'importance. Ouais. Puis, et puis en plus, je suis née un 24 novembre. Et donc, du 23 au 24, je sais pas si je suis pas un peu scorpion sur les bords. Je sais pas. Ils sont durs, les scorpions. Hein. Il paraît. Je suis pas un Vous êtes quel spécialiste. signe? Cancer. Cancer. Alors, c'est quoi les cancers? C'est les madeleines. Ah ouais? Oh là là. Quand je vous dis que je m'auto-fatigue, mais c'est ça en fait. C'est très très... J'étais en train de chercher si j'avais connu un homme cancer, mais je n'ai Cancer, pas de mémoire voilà. là. Cancer ascendant vierge. Donc autant vous dire que Il y a les rien vierges qui va. sont très... il faut que tout soit dans les cases, bien carré, bien en place. Et vous êtes comme ça? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Pathologique même. Moi qui suis inconstante, on s'entendrait pas du Au tout. secours. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Commentez, partagez. Salut, à bientôt.